Madame, Monsieur, bonjour. Le monde en deuil, les obsèques du pape François annoncées pour ce samedi. L'émotion reste vive pour la communauté catholique et le monde entier, marquée par un pontife réformiste aux valeurs humanistes. Nous revenons dans ce journal sur l'impact diplomatique du pape François en Côte d'Ivoire. Et dans ce trésor, l'audience accordée par le médiateur de la République au représentant spécial de l'ONU, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les échanges ont porté sur le plan d'action des élections apaisées en Côte d'Ivoire et également la situation socio-politique actuelle. L'actualité également hors de nos frontières au Soudan, la ville d'El Fasher frappée par une attaque meurtrière, plus de 30 civils tués et de nombreuses autres personnes blessées. Une offensive menée par les forces de soutien rapide en guerre ouverte contre l'armée soudanaise depuis plus de 2 ans. Sa sainteté, le pape François, s'est éteint ce lundi. La date des funérailles annoncée par le Vatican, elles auront lieu le samedi à 10h, heure locale, place Saint-Pierre, devant la basilique Saint-Pierre de Rome. Le cercueil du souverain pontife, dont les images ont été diffusées par le Vatican, sera transféré en procession demain par la basilique vers la basilique Saint-Pierre. Le pape François, un ami exceptionnel pour la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, lui rendait hommage hier sur ses réseaux et par un télégramme diffusé sur nos antennes. Un hommage qui témoigne des relations exceptionnelles entre le Vatican et Yamoussoukro, matérialisées même, on se souvient, par un timbre à l'effigie des 2 chefs d'État, des liens rappelés dans ce élément d'Alexis Ouedraogo. Aux premières heures ce lundi, la nouvelle se répand aux 4 coins du globe. Sa sainteté, le pape François, est décédé à l'âge de 88 ans. Durant son pontificat de 12 ans, il aura établi des relations fortes avec tous les pays de la planète, notamment la Côte d'Ivoire. Pour la célébration des 50 ans de relations diplomatiques entre les 2 pays, un timbre à l'effigie des 2 chefs d'État avait été émis. En septembre 2022, le président Alassane Ouattara effectuait une visite officielle à Rome. Je voudrais me souvenir de la commémoration des 50 ans des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. Et ce timbre qui a été émis à l'effigie des 2 chefs d'État, le pape François et le président Alassane Ouattara. Le Saint-Père avait une relation de proximité avec le président Alassane Ouattara. À la dernière visite du président Ouattara au Vatican, après l'audience que le Saint-Père a bien voulu lui accorder, une messe pour la paix en Côte d'Ivoire a été célébrée à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, là où sera, selon les informations, donc inhumé le Saint-Père. Ces engagements, ces paroles et surtout ces encycliques nous rappellent que l'homme doit être au cœur de tout. Il a été donc un serviteur, un homme de Dieu au service des hommes. Aujourd'hui qu'il est rappelé au Père, dans l'espérance de la résurrection, nous pouvons, avec force et sérénité, dire avec lui « Deus caritas est ». Dieu est vraiment amour si nous sommes des hommes de paix, des hommes de justice et des hommes de tolérance. Ce lundi, le président Alassane Ouattara rend hommage à un homme d'église au parcours exceptionnel et à l'héritage spirituel et humaniste profond. Le pape François, de son nom civil Jorge Mario Bergoglio, a été élu en mars 2013, succédant à Benoît XVI. Né en Argentine, il a été très tôt reconnu pour sa simplicité, sa proximité avec les pauvres et sa grande spiritualité. Et du Vatican, il est annoncé ce mardi la date prochaine des funérailles du pape François. Elles auront lieu le samedi à 10h, heure locale, place Saint-Pierre, devant la basilique Saint-Pierre de Rome. Le corps du pape François également sera exposé pendant 3 jours au Vatican. Le souverain pontife ne sera exposé à la basilique Saint-Pierre qu'à partir du mercredi 23 avril à 9h. Le pape sera inhumé à la basilique Sainte-Marie Majeure dans le centre de Rome. Et pour l'organisation de toutes ces cérémonies, les cardinaux sont réunis ce mardi au Vatican. Ils devront également planifier le conclave destiné à élire le prochain pape et prendre d'autres décisions concernant la gestion de l'Église catholique.
Une église catholique en deuil et pour rendre hommage au pape François, la direction de l'information de RTI vous propose une édition spéciale de votre magazine Ça fait l'actualité ce mardi 22 avril à 16h. Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, est l'invité de Gabriel Zani. Rendez-vous donc à 16h sur RTI 1. Passons à présent aux relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. Le représentant spécial de l'ONU, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a été reçu en audience par le médiateur de la République. Une rencontre qui a permis d'évoquer divers sujets tels que le plan d'action pour des élections apaisées et sans violence en Côte d'Ivoire et la situation socio-politique actuelle. Éric Corret. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Leonardo Santos Simao, dans les locaux de l'institution Le Médiateur de la République pour une séance de travail avec Adama Toungara. Objectif, comprendre la mission de cette institution dans le règlement des conflits. À l'approche de la présidentielle, Leonardo Santos Simao encourage le Médiateur de la République dans cette noble mission. À noter que lors de sa rencontre avec le président de la République, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU avait affirmé que la Côte d'Ivoire est en très bon chemin pour préparer l'élection présidentielle. Attention, sécurité sur les routes en cette saison de fête pascale. Le ministre Amadou Koné sensibilise à un point symbolique de grand déplacement, la gare routière d'Adjamé. Le point par Yona Dianré et Léon Pro. Gare routière d'Adjamé, alors que les usagers se bousculent à la montée des cars, le ministre des Transports effectue des tests d'alcoolémie sur les conducteurs. Amadou Koné veut s'assurer de leur aptitude à prendre le volant, non sans les inciter à la prudence. Test d'alcoolémie, conseil aux usagers de la route, des actes du ministre des Transports pour lancer l'intensification de la sensibilisation à la sécurité routière. Usagers et acteurs des transports y adhèrent pour une fête de Pâques sans accident. Il a passé un message assez important pour l'ensemble des usagers. Pour nous, c'est un message que nous donnons tous les jours avec notre cellule d'encadrement des conducteurs en ce qui concerne la limitation des vitesses et toutes les bonnes conduites au volant. Pâques, occasion de nombreux déplacements avec un risque élevé d'accident. La présente opération vise donc à préserver les acquis de la stratégie nationale de sécurité routière. L'implication des acteurs du secteur est indispensable selon le ministère des Transports. À l'endroit des conducteurs, les sensibiliser sur leurs responsabilités en ce qui concerne donc la sécurité des passagers. Et je pense que le message a été bien entendu. Nous travaillerons pour faire en sorte que pendant cette période-là, nous renforcions donc le dispositif de contrôle sur nos routes, de sorte à faire en sorte que nous ayons donc une période sans accident, en tout cas sans dommages graves. Démarré ce jeudi à Abidjan, l'opération d'intensification de la sensibilisation à la sécurité routière court sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire, des femmes élèvent leur niveau avec le programme d'insertion professionnelle du COCOFSI. Des femmes ayant bénéficié du programme d'insertion professionnelle du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire étaient réunies samedi dernier dans la commune de Cocody. Juliette Ouéa fait le point de ce rassemblement. Ces femmes sont désormais autonomes. Pour ce faire, elles ont bénéficié du programme d'insertion socio-professionnelle du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Je suis allée sur le site et là, je me suis inscrite. Et par la grâce de Dieu, j'ai été appelée pour un stage. Immédiatement, quand nous sommes parlés, moi je m'attendais à un entretien. Il n'y a pas eu d'entretien, on nous a juste pris, on a commencé à travailler, on nous a intégrés. La formation a duré 3 mois. Nous avons appris à faire des TDR. Après avoir repris les études en 2017, alors j'ai tout fait pour avoir au moins une expérience professionnelle. Donc j'ai saisi l'opportunité de ce programme. Il n'est jamais tard d'apprendre. Le programme d'insertion socio-professionnelle du compendium des compétences féminines est un projet orienté vers la valorisation des compétences féminines. La cible, les femmes de tout niveau. On a renforcé les capacités des femmes pour qu'elles aient confiance en elles, qu'elles aient de l'audace, qu'elles fassent des activités elles-mêmes
que ce soit au niveau du secteur privé, public. Et aujourd'hui, 14 ans après, on a près de 20 000 femmes dans notre base. En substance, une fois par mois, chaque mercredi, on regroupe les femmes et on prend par exemple les finances. On les forme là-dessus. Le leadership. Comment chacune a développé son leadership. On leur parle de tous les sujets. Pour adhérer au compendium des compétences féminines, les intéressés s'inscrivent gratuitement sur le site web www.competencesféminines.org. Voilà, des femmes qui s'élèvent entre elles et pour asseoir davantage le leadership des femmes dans la commune de Grand-Bassam. Il s'est tenu la première édition du salon du leadership féminin, un salon pour asseoir des stratégies marketing et commerciales pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Réunies à Grand-Bassam, les femmes de toutes les couches sociales prennent part à la première édition du salon du leadership féminin. Objectif, outiller les femmes sur les stratégies de la prise en charge et favoriser l'autonomie pour une société égalitaire. On a décidé de faire cette activité en invitant des personnes de qualité, des femmes qui ont déjà réussi dans leur vie, des femmes qui ont fait beaucoup de preuves, pour venir partager leur expérience avec le public. Et on ajoute qu'on a aussi donné des outils, on a fait des formations sur la modernisation des petits commerces et aussi sur le marketing digital. À la fin de cette formation, on a une qui sera lauréate et qui va avoir la somme de 500 000 francs pour développer son commerce. Panel, conférence animée par des experts et chefs d'entreprise. On a parlé de vision, de rigueur, de discipline, de l'importance de l'autonomie aussi, qu'elle soit financière ou autre. J'ai parlé aussi des obstacles, parce qu'on ne peut pas parler de leadership féminin en Afrique sans évoquer les très nombreux challenges qu'une femme va rencontrer à différents stades. On a parlé de l'importance de planifier aussi, parce que la vision ne peut s'accomplir qu'avec de la planification. Pour ce premier salon, 20 femmes et jeunes filles ont bénéficié de formations dans la modernisation de petits commerces et du marketing digital. En perspective, les initiateurs ambitionnent atteindre une centaine de femmes. Les femmes visiblement décidées à s'impacter entre elles. Voyons cette autre initiative, la WIC Academy. C'est avec Souleymane Donisango. Elle constitue la deuxième cohorte de WIC Academy, Women's Investment Club Côte d'Ivoire. Elles bénéficieront, elles aussi, d'un programme d'assistance technique qui s'appuie sur des experts pour mieux accompagner les femmes dirigeantes d'entreprises. Ce programme permet de renforcer l'inclusion économique du côté du genre. C'est un programme qui permet d'aider les femmes à structurer mieux leurs entreprises, à les rendre plus pérennes, plus profitables et plus solides. Et surtout aussi à les préparer à recevoir du financement et pouvoir grandir. Bénéficiaire de la première cohorte de la WIC Academy, Auréa Nadine en garde un bon souvenir. Grâce à votre engagement, nous avons eu l'opportunité de structurer nos entreprises. Ce que vous avez fait dépasse le simple geste financier. Vous avez cru en nous et pour cela, nous vous devons non seulement notre reconnaissance, mais aussi notre succès. Cette session d'échange a été l'occasion du partage de bonnes pratiques en matière de gestion d'entreprise et d'accès au financement des femmes entrepreneurs. Un projet dont le soutien de quelques structures financières ne fait pas défaut. Nous soutenons la WIC Academy qui permet de qualifier des entrepreneurs, de leur donner une chance d'être suivis et de contribuer à former des jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Women's Investment Club Côte d'Ivoire reste une association dédiée à l'édification d'un paysage financier inclusif qui favorise l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Elle veut continuer à mettre en place des mécanismes diversifiés pour ces actrices de développement. Engagement, structuration et développement, on en parle encore dans la région du Bélier où le Conseil régional fait le point des actions réalisées au cours de l'année 2024, mais aussi parle de perspectives pour cette année. Jean-Marc Djadji nous rapporte. Réhabilitation du groupe scolaire de Komorossou dans le département de Tibissou. Adduction en eau potable, délocalisation du village avec construction de plusieurs habitations à Dida Ngolossou à Toumoudi, création d'emplois pour la jeunesse, ce sont entre autres les actions réalisées l'année dernière par le Conseil régional du Bélier. Le développement de la région reste une priorité pour le premier responsable du Conseil, Raymond Konankwakou.
À l'occasion de la deuxième réunion, les conseillers régionaux adoptent le budget de l'année 2025 et dégagent les perspectives. Cette rencontre, qui a enregistré la présence du corps préfectoral, a été mise à profit pour renouveler le bureau du conseil et faire l'examen du rapport spécial annuel sur l'administration et la situation des affaires de la région du Bélier. Parlons à présent de culture. Elle a été largement promue au cours du dernier FEMUA, le FEMUA 2025. Les cultures ivoiriennes ont été célébrées, culture traditionnelle dans le village d'Anoumimbo. Danse, plats, chants traditionnels étaient au grand rendez-vous. Le reportage de Mariam Sangaré et Jean-Marc Djadji. La culture ivoirienne est valorisée dans le Festival des musiques urbaines d'Anoumimbo, sous le volet du FEMUA Tradi. Pour Assalfo, commissaire général de ce festival, cette initiative est un outil de rapprochement des peuples. Le FEMUA Tradi a été initié pour rapprocher nos régions, pour rapprocher nos ethnies, pour rapprocher nos peuples. Et on a jugé que le peuple du Haut-Sassandra qui vient à la rencontre du peuple Achan, c'était quelque chose d'inédit. Nous sommes contents de découvrir les us et coutumes du Haut-Sassandra, de découvrir aussi la tradition, les mets que nous avons découverts. C'est vraiment quelque chose qui rapproche nos deux peuples. Le FEMUA est né dans un village ébrié et il fallait montrer ce que ce village ébrié-là a de riche et de divers. Prestations de danse traditionnelle et séances de gastronomie au menu de ce FEMUA Tradi. Un régal pour les festivaliers. J'ai goûté le foutou avec du thon, avec du poisson, avec sauce graine. C'était vraiment super. Je me suis régalée. J'ai mangé une sauce choco avec la pâte de banane. Je ne connaissais pas ça. C'est ma première fois de manger ça. J'ai apprécié, c'est bien léger et puis bon, le goût de la sauce c'est super. J'ai tellement aimé que j'ai laissé les cuillères, j'ai lavé mes mains, j'ai mangé à la main. Le commissariat général du Festival des musiques urbaines d'Anoumimbo est engagé depuis des années dans la mise en lumière de la diversité culturelle. Il n'y a rien de mieux que des livres et des œuvres matérielles pour transmettre nos traditions. La jeunesse du Dinguélé a ainsi organisé la 6e édition du Festival des livres et arts du Dinguélé. Le rapport de Mariam Sangaré et Jean-Marc Djadji. Ils sont venus des différents départements du Dinguélé pour le lancement de la 6e édition du Festival des livres et des arts du Dinguélé. Ce projet a été pensé et mis en action dans le but de mettre en lumière les livres écrits par les jeunes auteurs de la localité. Ils invitent les ressortissants à faire la promotion de la culture du Dinguélé. Situé dans le nord de la Côte d'Ivoire et à 850 km de la ville d'Abidjan, le district autonome du Dinguélé comprend environ 250 villages. Il a pour capitale la ville d'Odiné et regorge des atouts culturels et touristiques. Ceci nous emmène à évoquer la 7e édition du mois du livre qui s'est déroulée à Jacquesville. Un mois durant, élèves et encadreurs ont voyagé dans l'univers des écrits par les livres. L'objectif pour les initiateurs est de renforcer la connaissance à travers la lecture de plusieurs ouvrages. Le commentaire de Annie Koulibaly. Jacquesville, capitale du livre durant un mois. Apprenants du primaire et du secondaire, encadreurs et acteurs de la culture se plongent dans l'univers de la littérature. Ici, ces élèves renforcent leur connaissance dans les bandes dessinées. Tous nos différences, c'est vrai, mais c'est ce qui fait la beauté de notre monde. Unis dans nos cœurs, on peut rêver et faire briller la paix à chaque seconde. Si chacun tend la main à l'autre, on effacera la guerre, l'isolement pour que la paix soit notre fil conducteur. Pour ces élèves, ce mois du livre offre l'opportunité de visiter les ouvrages du programme. Si nos enfants ne savent pas lire, il y a un problème. Donc on doit apprendre à nos enfants comment lire devant le grand public et puis après la lecture silencieuse. Parce qu'on a beaucoup même de responsables, même moi-même je suis un exemple, je n'arrive pas à lire devant tout le monde. Donc mon handicap est devenu une réparation pour les enfants.
Parce que la lecture, c'est la clé de la réussite. Avant, ils étaient un peu réticents, mais maintenant, là, vous voyez comment les enfants sont éveillés. Quand tu sais lire, tu cultives l'amour, tu cultives la paix, tu cultives beaucoup de choses. Donc moi, je pense qu'on a atteint notre objectif. Les concours de lecture et des dictées constituent les temps forts de ce mois du livre. Les amoureux n'ont pas raté l'occasion de voyager à travers la lecture. Il s'agit d'apprendre à lire à nos enfants, les encourager à la lecture, leur faire aimer la lecture. L'écrivain que je suis, on ne pourrait qu'accompagner un tel projet. C'est un grand plaisir pour moi. Surtout, j'ai vu tous les poèmes lus par les enfants, les exercices faits par les enfants. C'était très bien. Le mois du livre dans la ville de Jacquesville avait pour objectif de donner le goût de la lecture aux enfants. Voilà une déclamation des livres dans la ville d'Aboisseau qu'on écouterait bien autour donc d'un environnement bien apaisé à Aboisseau et à Diaké, deux localités traversées par des cours d'eau, notamment la Bia et la lagune d'Abi, deux localités qui s'approvisionnent en poissons par la pisciculture, une bonne alternative pour faire face à la rareté du poisson, nous dit Eugène Atobé. Au marché d'Adiaké, Dama Djoba est connue pour sa bonne humeur et la façon particulière qu'elle a d'attirer la clientèle. Vendeuse de poissons depuis plusieurs années avec pour spécialité les poissons d'eau douce, elle a connu des hauts et des bas dans cette activité. Ce matin, la même routine, appâter la clientèle avec ce qu'elle propose et insister sur la qualité de ses produits. Les clientes, quoique séduites et intéressées, laissent entendre que le poisson pêché en eau douce est vendu à Diaké coûte cher. Le poisson, c'est cher. Les capes là, elles disent 1000 francs. Le tas, ça ne m'arrange pas. C'est un prix Boucher là. Boucher là aussi, c'est un peu bon, mais c'est cher. Elle dit 2500. Le poisson d'Adiaké, vraiment, c'est devenu très cher. Avant notre poisson là, le tas, 500 francs. Souvent, quand tu viens, on te donne le 3 tas à 1000 francs. Aujourd'hui, là, notre marché, on peut plus payer. Tout devenu cher. Les vendeuses de poissons au marché d'Adiaké et les marieuses en soutien s'accordent pour dire qu'elles éprouvent d'énormes difficultés à se ravitailler en poisson. Le poisson, mais aussi les autres produits issus de la lagune Abi, qu'Adiaké a en partage avec les autres localités de la région du Sud Komoué, sont rares. La pêche n'y est plus fructueuse. Poisson là, je trouve ça à Assom là. C'est les femmes qui prennent ça dans la main des pêcheurs. Et puis elles m'expédient. Avant là, c'était pas cher, mais dans ces temps-ci là, c'est cher. Quand nous-mêmes on vend, on s'en sort pas. Les intempéries font qu'aujourd'hui le poisson est rare. Le déplacement des poissons, ça se fait sans calendrier. Où on devait les trouver, on ne les retrouve plus. Et il y a aussi l'orpaillage clandestin qui est venu complètement changer la couleur de l'eau. Ça fait qu'il y a le cyanure. Alors ce cyanure a fait que le poisson ne peut pas y vivre. Il y a aussi la destruction des mangroves. À Yamé, à Boisseau, Tiapoum et à Diaké, dans ces localités où l'activité de pêche est une tradition, plus rien ne bouge. Rares sont devenus les mouvements des embarcations sur la lagune. Les débarcadères où les marieuses viennent se ravitailler en poisson n'offrent plus à voir les scènes de discussion houleuses entre pêcheurs et acheteurs arrivant de partout pour la bonne affaire. Les cours d'eau dans cette région se sont appauvris en poissons. Il y a assez de pêcheurs qui sont sur l'eau et qui fait que la lagune subit une certaine pression. Donc il y a la rareté. Depuis 2 ans, le ministère est en train de mettre en place ce qu'on appelle le repos biologique parce qu'on a constaté que les ressources sont en train de diminuer. L'alternative, c'est que les pêcheurs arrivent aussi à se convertir en aquaculteurs. On les a encouragés à monter des projets. On est en train de sensibiliser même les villages qui sont riverains des cours d'eau à s'organiser et à monter des projets piscicoles sur leur plan d'eau pour qu'ils y trouvent une alternative. Conséquence de cette réalité, le poisson d'eau douce coûte très cher. La loi de l'offre et de la demande. Il est là, il a payé ça chez pêcheur. 3 à 10 000. Il fait combien? Forcé. Il doit avoir pour moi. Il n'y a plus de poisson. Si le poisson est dans l'eau là, les pêcheurs vont faire moins cher. Et puis nous aussi, on va faire ça moins cher. Du coup, beaucoup de vont opter pour le poisson importé, du poisson congelé que l'on trouve à profusion sur les marchés, frais ou fumés, en provenance des poissonneries. Une gamme riche et variée de poissons à la portée de toutes les bourses. Quand vous voyez 2000 francs, 5 à 2000 francs, c'est pas possible. On est obligé de payer poisson glacé qu'on paye à 500,
Arrivé, tu peux détacher pour partager ta famille. Ça, même si tu as 500, tu peux en manger. Au 12, par exemple, tu as 500, tu ne peux pas manger. Il faut plus que ça. Tu veux au bout de la game, puis tu manges. Ça fait maman fait commencer la vie. Maféré est chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Aboisseau. Dans cette ville cosmopolite à l'activité économique dense, l'aquaculture y joue un rôle important. Une dizaine d'opérateurs économiques interviennent dans ce secteur. Parmi ceux-ci, Cassie, que nous retrouvons dans son exploitation à la sortie de la ville. Ce n'est pas encore le temps des ventes, mais les clients privilégiés arrivent pour se ravitailler en poisson chez Cassie, comme cette dame restauratrice dont les clients exigent du poisson de qualité. Aujourd'hui, nos rivières, nos lagunes ne produisent plus assez. Et la pisciculture vient en renfort. C'est selon la demande de la clientèle que nous venons sur la ferme. Et Dieu merci, j'ai pu en avoir. Je vais pour la livraison. L'eau douce, le poisson de l'élevage, c'est pareil. Ils ont pratiquement le même goût. Si on ne vous fait pas savoir que tel est le poisson de pisciculture, tel est le poisson d'eau douce, vous ne saurez pas. Nos productions ne suffisent pas et toutes les ventes se font bord ferme. C'est pour cela que nos poissons n'arrivent pas sur les différents marchés. Ce site peut produire près de 60 tonnes de poissons. C'est le tiers qui est seulement exploité. Donc aujourd'hui, il faut vraiment accentuer toutes les activités sur la production de poissons. 1000 mètres carrés d'étang, c'est la superficie totale de l'exploitation aquacole de Cassie. Ici, diverses espèces de poissons sont élevées avec un accent particulier mis sur le tilapia et le silure. Avec 2 cycles de production de 6 mois chacun, c'est en moyenne 2 tonnes de tilapia produits en une année et 60 tonnes de silure pour la même période. Face à une demande en poisson de plus en plus forte, c'est une offre qui est loin de satisfaire le besoin en poisson des populations. Aujourd'hui, nous sommes en coopérative. Donc la coopérative est en train de centraliser toute la production. Dès qu'un membre est prêt, le membre informe la coopérative et on informe nos différents partenaires et la vente se fait sur place. Si le client ne peut pas venir, on organise un réseau de distribution où on va trouver le client là où il est et on lui donne son poisson. L'État doit nous encourager, par exemple, des facilités pour avoir des appuis financiers à ce niveau pour vraiment booster la production. Dans notre région, par exemple, on n'a pas de centre de formation technique sur les métiers de l'aquaculture. Donc nous invitons nos décideurs à vraiment voir de ce côté-là et implanter une école qui va former des spécialistes, des techniciens sur le travail de la pisciculture. Une vision très claire pour l'aquaculture a été définie avec une vision de production de 150 000 tonnes d'ici 2027. Alors pour la région du Sud Comoé, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place par le ministère, notamment le Prépico. Le Prépico, c'est le projet de relance de la pisciculture continentale. Il y a aussi le projet Fish for ACP. Autre initiative, le projet de développement des chaînes de valeur vivrières. Et ce projet-là accorde des subventions non remboursables aux acteurs qui ont été sélectionnés. Les investissements sont en cours dans ces fermes et nous pensons que nous pourrons avoir des résultats substantiels d'ici 1 à 2 ans pour la région. Il faut que les opérateurs économiques puissent s'investir. Avec le déclin de la pêche traditionnelle dans le Sud Comoé, l'aquaculture se positionne comme une alternative à la rareté du poisson et réponse au défi de l'autosuffisance en poisson de la région du Sud Comoé. Mais les opérateurs de ce secteur continuent de supporter et souffrir la concurrence des importateurs de poissons congelés. On comprend leur cri de cœur appelant au renforcement de l'outil de production par des subventions et financements conséquents. La seule voie qui vaille pour relever ce défi. Un dossier sur l'activité de la pisciculture dans la ville d'Aboisseau, également à Adiaké. L'actualité hors de nos frontières au Soudan, la ville d'El Fasher, dans la région du Darfour Nord, a été frappée entre dimanche et lundi. Plus de 30 civils ont été tués, de nombreuses autres personnes blessées lors de ces attaques par une offensive sanglante menée par le FSR, les forces de soutien rapide. Et avec cette attaque, la situation reste à surveiller aussi sur la capitale du Darfour du Sud, Niala, qui est dans le viseur de l'armée soudanaise et qui se prépare à la reprendre afin de desserrer l'étau autour d'El Fasher sous le contrôle des paramilitaires, les forces de soutien rapide depuis octobre 2023.
des États-Unis. Il nous vient que l'avenir de l'Internet est en jeu. Google est de nouveau devant la justice dans une affaire de monopole. Google, déjà jugé coupable d'abus, se retrouve devant les tribunaux aux États-Unis depuis hier lundi dans cette affaire de monopole. La firme américaine et sa maison mère Alphabet font face à une série d'accusations de pratiques anticoncurrentielles. Les autorités antitrust américaines veulent que Google se sépare de Chrome, le navigateur Internet le plus utilisé au monde. Elle demande également aux juges d'interdire à l'entreprise de signer des accords avec Apple, Samsung et d'autres fabricants de smartphones pour installer par défaut Google sur leur appareil. Une affaire à suivre de près. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI1. Et n'oubliez pas, à 16h, ça fait l'actualité spéciale sur les funérailles du pape François, décédé hier à l'âge de 88 ans. C'est avec Gabriel Zani. Bon après-midi sur RTI1.